Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a une conférence un peu particulière, je me présente, je m'appelle Émilie Chenot et il y a quelques années, je dirais pas le nombre, pour ma propre dignité, j'étais à votre place et aujourd'hui on a décidé de faire une conférence liée entre les écoles de l'EIML et de l'ISFJ Paris, donc l'école de journalisme, pour montrer le lien qu'il y a entre luxe et storytelling. Et storytelling et journalisme. Pour ce soir, on va parler vraiment storytelling et je suis accompagnée de Mamoun. Enchanté. Je vous laisse vous présenter. Déjà, merci pour l'invitation à toi, Émilie, et à l'école IML. C'est un plaisir pour moi de venir parce que à ce moment, ça permet de faire le lien entre trois choses qui sont importantes pour moi. La première, le monde du luxe. Donc, c'est le monde où je travaille, dans lequel j'évolue et qui me passionne. La deuxième, le monde du journalisme et de l'écriture. Donc c'est quelque chose qui aussi me passionne personnellement et que j'applique dans mon travail tous les jours, notamment à travers le storytelling. Et le troisième qui est la pédagogie, parce que je pense que c'est important de transmettre l'information, transmettre les connaissances et de ne pas tout garder pour soi. Je pense que c'est vraiment un élément clé dans ma construction personnelle en tout cas. Donc ce soir, comme je vous l'ai dit, on va parler de storytelling et nouveaux médias dans le luxe. Comment aujourd'hui les marques elles racontent leurs histoires, comment elles collaborent avec les créatifs mais aussi les journalistes et comment elles arrivent à rester authentiques dans leur univers. Comme je vous l'ai dit, donc Mamoun travaille aujourd'hui, il est expert dans le luxe. Est-ce qu'on pourrait revenir quelques instants sur votre parcours? Quelles études? Comment vous en êtes arrivé là? Alors c'est un peu particulier parce que, déjà, donc je suis Mamoun, un manager en marketing dans le luxe depuis plus de 6 ans. Et j'ai une passion, c'est la beauté, l'esthétisme et le design. Et je transmets cette passion et la développe au travers de la création de projets en marketing développement, digital et opérationnel pour le compte de mes clients. Et dans ces projets-là, j'implique toute ma force créative, mais aussi ma rigueur scientifique qui provient de mes études, parce qu'à la base, j'ai une licence en biologie cellulaire et physiologie animale, donc ce qui est complètement rien à voir. Mais à l'issue de ma licence, je me suis rendu compte que en fait, ça ne me correspondait pas forcément. Je voulais faire des recherches en neurosciences au début et après je me suis dit que je ne voulais pas toute ma vie chercher quelque chose sans rien trouver. Juste savoir que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc du coup, j'ai décidé de me former en autonomie dans le parfum parce que c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et donc là, j'ai poursuivi avec un master en marketing et design, en marketing et management, un master en fashion et design et j'ai terminé par un master en marketing du luxe spécialisé dans le marketing des cosmétiques. Donc ça, c'est le côté formation. Du côté expérience professionnelle, un peu plus varié aussi. Donc ma première expérience a été à l'international quand je me suis formé en autonomie sur le parfum. Et c'était pour le compte de Frau Tönnies Parfum, qui est une marque de parfum niche berlinoise pour laquelle j'ai optimisé toute la stratégie marketing, le retail design et j'ai aussi été le contact privilégié pour toute la Fashion Week berlinoise, pour laquelle on a eu 3 collaborations. Donc c'était vraiment un super beau moment. Suite à ça, j'ai poursuivi avec l'expérience 3.0 chez Paco Rabanne, où j'ai travaillé sur le lancement de 2 parfums en master brand. Donc c'était Fantôme et Fame. Ce qu'on appelle master brand, c'est quand on lance en même temps un parfum féminin, un parfum masculin sous la même franchise. Super expérience, j'ai développé des activations 360. C'était un parfum avec une application connectée, donc c'était assez innovant sur le moment. Et suite à ça, j'ai poursuivi chez Armani Beauty. Donc là, c'était plus sur différents axes. Je suis sorti du parfum, je suis allé aussi sur le make-up et le soin. Donc là, c'était plus autour du trade marketing, donc c'est-à-dire qu'on développait les activations avec les retailers qu'on a en partenaire. Très très intéressant, écosystème L'Oréal, donc très formateur. Et après ça, c'est là que j'ai commencé à me lancer dans le freelancing. Parce qu'aujourd'hui, je suis consultant, donc c'est-à-dire que j'ai ma micro-entreprise et que du coup, les marques font appel à moi en tant que client. Donc ce sont mes clients. Et mon premier client a été Saint-Laurent Mode, pour lequel je suis venu optimiser en fait toutes leurs démarches emailing et SMS. Donc j'ai fait des analyses issues de données chiffrées et aussi contextuelles, culturelles, pour pouvoir leur proposer des recommandations qui soient pertinentes et valorisantes et qui puissent aussi avoir un impact sur le chiffre. Suite à ça, j'ai intégré Shiseido. Donc c'était l'expérience un peu japonaise cette fois-ci.
où j'ai pu là développer en fait des campagnes digitales et des campagnes aussi qu'on retrouve en magasin. Donc j'ai participé au brief des agences, donc on fait appel à des agences pour créer nos concepts et faire nos visuels, tous nos contenus. Et du coup j'ai été leur interlocuteur particulier. Suite à ça, après Shiseido, ça a été Lancôme. Donc là, un peu plus différent et beaucoup plus long en termes de timing, vu que je suis resté 1 an et demi là-bas, jusqu'à avril de cette année. Et là, c'était un nouveau challenge pour moi parce que c'était plus autour de tout ce qui est droit de nos contenus. C'est-à-dire que j'étais en relation avec les mannequins, les photographes, les compositeurs de musique pour négocier les contrats de droit. Parce que vous savez que pour chaque image, quand on a un mannequin dessus, on doit payer des droits aux mannequins, aux photographes, au-delà des droits qu'on paye pour la production, du prix qu'on paye pour la production. Donc voilà, très intéressant. Lancôme, on appelle ça chez L'Oréal le premier dragon. Parce que chez L'Oréal, il y a tellement de marques, on a 3 dragons qui sont les 3 plus grosses marques. Et Lancôme est la plus grosse, donc c'est vraiment une usine à gaz, énormément d'équipes, assez révolutionnaire et toujours à chercher à être innovant. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, aujourd'hui, je suis chez un client, mais je ne peux pas divulguer son nom. C'est toujours un grand acteur de la mode et du parfum. Et là, du coup, j'apporte mes compétences plus sur le domaine digital et e-business. Donc j'optimise notre présence sur notre site en propre, chez les retailers, chez nos partenaires. Et je crée encore des campagnes. Je crée aussi ce qu'on appelle des digital kits, qui est la transposition des campagnes créées par le marketing, mais à un niveau digital. Donc en fait, vous savez, c'est les banners, ce qu'on va retrouver. Vous allez sur Sephora, vous avez une banner avec la marque, etc. Donc c'est tous ces contenus qui sont transposables que je produis. Et j'apporte aussi encore une fois mon expertise sur les droits, vu que c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez accolé à mon profil. Donc voilà, toutes ces expériences font de moi quelqu'un de passionné, qui aime toujours aller à la découverte de nouvelles choses. Et donc en alliant cette rigueur scientifique et cet impulse un peu créatif, ça fait de moi aujourd'hui un chef de projet passionné, engagé, toujours à essayer d'aller plus loin, ne jamais s'arrêter à ce qu'on lui propose et toujours essayer de pousser. Et si je devais avoir un but aujourd'hui, ce serait de continuer à transposer l'ADN des marques dans des projets pertinents, jolis, efficaces, et ainsi permettre à chaque client d'exprimer sa propre beauté à travers la sélection de produits inspirants et mémorables. Donc en parlant d'ADN, c'est parfait. Donc on a vu que dans votre parcours, il y a vraiment un fil rouge, donc science et création, mais surtout storytelling. Exactement. Quelle serait pour vous la définition finalement de storytelling, avec vos mots? J'ai une définition qui est vraiment très personnelle, donc je ne sais pas si vos professeurs vont être d'accord avec ça ou pas, mais moi c'est comme ça que je le vois. Pour moi, le storytelling, c'est faire appel à l'émotion. Et c'est ça que j'aime dans le storytelling. C'est-à-dire que l'émotion, ce n'est pas quelque chose qui soit mesurable, quantifiable, qu'on peut prévoir. Et j'aime cette volatilité de l'émotion et la manier, la travailler pour permettre en fait à nos clients d'arriver à la percevoir, arriver à la sentir, arriver à la créer. Je trouve que c'est vraiment un domaine hyper intéressant. Donc capter l'émotion, l'attirer, la susciter, la faire jaillir. Et pour moi, je trouve que on peut retrouver la beauté dans la naissance de l'émotion. C'est-à-dire que c'est comme deux choses qui s'épousent et qui évoluent ensemble. Du coup, en partant de cette émotion, qu'est-ce qui pourrait être une bonne histoire de marque dans le luxe selon vous? Pour moi, il y a quelques marques un peu connues et bien visibles. Il y a Hermès, donc, qui arrive à transposer son héritage, mais toujours à rester dans ses codes de marque. Comment? Il lie l'héritage de la marque avec son passé et son côté très équestre. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout, que ce soit dans la mode, dans la maroquinerie. C'est vraiment quelque chose qui est développé comme ça. Exactement, dans la beauté maintenant. Il y a aussi Dior, qui est là plus le côté couture, qu'on retrouve mélangé à l'héritage. Et on a aussi Cartier. Cartier qui est basé un peu historiquement sur l'exploration et la royauté. Et c'est ce qu'ils arrivent à transposer avec la panthère.
cet animal emblématique, très classe, qui était lié au roi avant, ils mettaient leur peau, etc. Donc pour moi, c'est un peu ça, c'est continuer à construire son histoire de marque sans perdre ses valeurs de base. Et justement, la question c'est comment ces 3 marques-là que vous avez citées ont réussi en fait à utiliser ces nouveaux médias en alliant cette modernité sans toucher à l'héritage de leur ADN? En fait, pour arriver à ça, il faut avoir des codes forts et clairs. Quand une marque a des codes forts et clairs, ça permet de les transposer sur tous les touchpoints. Quels vont être les touchpoints? Donc ça va être le digital, en magasin, la grande affiche que vous allez voir. Et en fait, tous ces éléments-là font partie de la même roadmap, on va dire. Et on doit avoir une certaine homogénéité et une cohérence sur tous ces éléments-là pour pouvoir proposer aux clients et aux consommateurs quelque chose de lisible et de facilement accessible. C'est-à-dire, quand je vais voir ça, je vais savoir que c'est Chanel. Quand je vais voir ça, je vais savoir que c'est Cartier. Donc là, vous avez parlé des bannières, notamment. Il y a d'autres outils qu'ils ont pu utiliser pour aller plus loin dans ce storytelling au niveau des nouveaux médias? Bien sûr, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont un élément clé de l'expression des marques. Donc, ils ont utilisé. En fait, ça a pris un peu de temps parce qu'au début, il y avait beaucoup de marques qui ne savaient pas si les réseaux sociaux allaient être cohérents avec leur positionnement. On a comme par exemple Bottega Veneta qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir une... Elle n'est pas officiellement sur les réseaux sociaux, mais elle l'est à travers des posts de ses influenceurs. Donc je pense que la première étape pour les marques, ça a été d'apprendre à appréhender les réseaux sociaux en tant que tels, après savoir les utiliser et après savoir comment performer là-dessus. Et justement, est-ce qu'il y en a certains qui se sont perdus dans cette redéfinition? Sûrement. J'ai pas d'exemple en tête actuellement, mais je me souviens plus des exemples qui ont réussi en général. Et là-dessus, ce serait plus... moi, j'aime beaucoup Alaïa. Je ne sais pas si vous connaissez tous. J'imagine que... Donc, Asdin Alaïa, c'est une marque de mode qui est assez niche au final. Ah ouais? Ouais. Les gens ne la connaissent pas tant que ça. Je pensais quand même. Non, faut être un peu initié un minimum pour la connaître. Ouais. Et en quoi Alaïa fonctionne là-dessus? Toujours cet aspect de cohérence. Alaïa est très cohérent. Vous regardez leur campagne publicitaire il y a 2 ou 3 ans, vous allez trouver qu'en fait, comparé à celle d'aujourd'hui, vous avez une vraie évolution. Une évolution cohérente et qui fait que le client ne se perd pas. C'est-à-dire qu'au début, ça va être sur des placements de logos, sur des zones blanches, sur la ligne éditoriale qu'ils vont avoir, la direction artistique de leurs photos. Donc tout ça, en fait, c'est une direction artistique globale qui a été maîtrisée et pensée un peu à l'avance pour pouvoir, après, sur la longueur, garder cette cohérence et cette homogénéité. Donc aujourd'hui, quand on parle de nouveaux médias, on a forcément en tête les réseaux sociaux, il y a aussi les podcasts, il y a aussi les vidéos immersives, les lives Twitch maintenant aussi. Est-ce que, comment ces nouveaux médias ont réussi à redéfinir le luxe en lui-même? Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'avant, on était dans un monde où il n'y avait pas Internet, il y avait la télé en couleur, mais la quantité d'informations que recevait chaque personne était beaucoup moindre. Et aujourd'hui, la différence avec ça, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les applications, l'ensemble des contenus qui nous sont proposés, notre attention, elle est trop sollicitée et elle est beaucoup plus volatile du coup. Donc, quel a été le pas fait par les marques pour essayer de toujours capter un peu plus cette attention? Je pense que ça a été d'ajouter du dynamisme. Donc du dynamisme, comme on disait, avec des vidéos beaucoup plus longues, des vidéos sur des ingrédients. Donc ça, on sait que c'est quelque chose qui convertit énormément. Donc si on a une publicité avec un mannequin, mais si on a une publicité avec des ingrédients, on sait que sur du parfum, c'est ça qui va faire plus acheter que celle avec le mannequin. Donc c'est ce genre de choses qui ont été mis en place, beaucoup de gifs,
Aujourd'hui, les marques essayent d'avoir des websites beaucoup plus interactifs, c'est-à-dire que quand vous défilez, il y a beaucoup d'animations. En fait, comme ça, la personne ne s'ennuie pas et ça lui donne envie de découvrir la suite. Et en termes de plateformes, les plateformes les plus pertinentes en fait, pour les marques, ça va être plutôt les sites internet, j'imagine, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a un troisième? Je pense qu'en fait, tout dépend de l'audience qui est targetée. Parce que même les réseaux sociaux, toutes les marques ne sont pas sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire que chaque réseau social a un peu ses spécificités par rapport à leur audience. On va avoir des réseaux sociaux qui vont avoir une audience un peu plus jeune, comme TikTok. On va avoir des réseaux sociaux qui sont très pertinents en termes d'images, comme Instagram. Ça fait vraiment très image catalogue. Et après, on a des réseaux sociaux aussi qui sont moins évidents, mais qui sont quand même utilisés par les marques, comme LinkedIn. Ou Pinterest. Ou Pinterest, c'est vrai. Ça se développe de plus en plus, ouais, Pinterest. Ouais. Mais LinkedIn, en fait, pour les marques, c'est un réseau social qui est intéressant pour eux pour s'adresser à une communauté de professionnels. Donc voilà, je pense que tout dépend de la target et aussi du positionnement de la marque. Parce que si on parle de YouTube, qui est quand même un des réseaux sociaux ancestrales, eh ben, toutes les marques ne sont pas sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver le bon angle d'attaque. C'est-à-dire que si le réseau social YouTube ne correspond pas au positionnement de ma marque et que je vais dessus juste pour y être présent, mais que ce n'est pas pertinent, eh ben, en fait, ça va dévaloriser la marque, son image, et donc avoir un impact négatif sur le business. Donc c'est totalement possible d'allier les nouveaux médias et le storytelling, avec l'exigence esthétique de chaque maison. Clairement, en fait, les réseaux sociaux catalysent l'expression de l'ADN des marques. Et c'est comme un endroit qui leur permet de s'exprimer, toujours en restant cadré sur ses codes, sur son ADN. Mais c'est aussi un endroit où il y a des risques, parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec les utilisateurs. Donc il faut maîtriser. Comment on maîtrise ça? On met en place un tone of voice, donc un certain ton qui est défini pour chaque marque, suivant son histoire, son héritage, etc. Et en fait, ce tone of voice va être utilisé sur l'ensemble des communications de la marque pour toujours avoir cette cohérence et cette homogénéité. En termes de tendance forte, qu'est-ce qu'on peut noter pour 2025 2025 et aussi 2024, pour moi, la plus grosse tendance en ce moment dans le luxe, c'est le cinéma. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais de plus en plus de marques de luxe se lancent dans le cinéma. Donc on a eu Saint Laurent en 2019 qui a commencé, avec un Oscar là, en 2025, je crois que c'était sur Emilia Pérez, donc c'est quand même pas rien. Ils ont aussi un très fort relationnel avec Almodovar. On a aussi Chanel qui vient de coproduire le premier film de Kristen Stewart, qui est leur ambassadrice. Donc en fait, le cinéma aujourd'hui, à travers des courts-métrages promotionnels, des documentaires, des shortcuts, eh ben, ça permet de trouver une nouvelle manière de placer des produits au final, oui, mais d'une manière plus enjolivée, plus attractive, plus dynamique et moins évidente. Et justement, le cinéma fait partie des secteurs culturels qui ont été beaucoup impactés par le Covid. Et ça me permet de faire le lien avec la suite. C'est qu'on a vu une véritable révolution après le Covid avec notamment, là, la Paris Fashion Week vient de se terminer, mais ça fait quand même plusieurs années, grâce au Covid, qu'on a les live streams pratiquement en temps réel de tous les défilés, de toutes les marques. Et comment vous avez perçu, vous, cette révolution cette révolution digitale qui a un petit peu éloigné la presse traditionnelle quand même? Déjà, je me souviens du premier défilé qui a été diffusé en live stream, c'était Monsieur Armani, feu Monsieur Armani, qui est décédé depuis quelques semaines. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un peu lunaire, entre guillemets. Il disait que voilà, ce n'est pas la mode, etc. Et je pense qu'en fait, tout ça, c'est venu en addition en fait, à la presse traditionnelle. C'est-à-dire que la presse traditionnelle, aujourd'hui, elle est quand même très utilisée par les marques de luxe en tant qu'advertising. Ce n'est pas Vogue qui va décider comme ça d'un coup de parler de cette marque, ça va être des
des partenariats qui sont faits localement, etc. Donc, je pense que ces réseaux sociaux et l'ensemble de ces médias qui sont disponibles aujourd'hui complètent ces magazines. Après, je n'ai pas entendu de grands magazines dans ces domaines-là qui étaient complètement arrêtés. Il n'y a pas eu de banqueroute chez... Non, mais il y a eu un recul et même la presse traditionnelle aujourd'hui, Vogue, on le voit, a dû se réinventer. Aujourd'hui, ils sont présents sur tous les réseaux sociaux, contrairement à certaines maisons de luxe. On les voit faire des lives, Il y a eu une réinvention aussi de leur côté à eux qui doit notamment suivre un storytelling. Je pense à Vogue, notamment, qui est donc le magazine de référence en termes de mode. Ils ont dû se réinventer et faire avec cette révolution que vous avez désignée comme étant lunaire, quoi. Non, en fait, Vogue, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit leur brand. C'est-à-dire que maintenant, Vogue, c'est pas le magazine. Le magazine, c'est juste le totem qui fait que tout le monde connaît Vogue. Mais aujourd'hui, Vogue, il y a plein de choses. Il y a le Met Gala, qui est quand même un événement interplanétaire que tout le monde attend chaque année, ce qui n'est pas rien, qui a été à l'initiative d'Anna Wintour, si je ne me trompe pas. Vous avez aussi maintenant, en fait, Vogue, c'est subdivisé. Moi, je connais bien Vogue Business, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une ressource qui peut être intéressante pour vous. Donc Vogue Business, c'est des conférences qui sont organisées par des spécialistes du secteur. Donc en fait, je pense que Vogue a voulu se positionner sur un terrain où il n'y a que eux. Parce qu'aujourd'hui, les magazines comme Gala et ce genre de choses ne font pas la même chose. Donc Vogue, avec sa stature internationale, s'est positionné un peu au top de la mode et utilise cette image pour se diversifier sur l'ensemble de ses projets. Donc malgré tout, il y a eu une sorte de collaboration qui a réussi à naître et qui fait quelque chose de bien. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, on est en 2025, donc le Covid, c'est quand même assez longtemps. On a démocratisé un peu tout ce digital-là. Comment les maisons utilisent ce nouveau partenariat, notamment avec les médias qui sont aussi démocratisés au niveau digital et avec les nouveaux médias? Je pense qu'ils l'utilisent comme des plateformes qui leur permettent de se prolonger. Et d'une manière différente que ce qu'ils font déjà eux en propre, que ce soit sur les réseaux, sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux, etc. C'est une manière d'être présent sur un touchpoint en plus. Et ça nous amène à l'omnicanalité. Parce que l'omnicanalité, c'est ce qui permet aux marques de s'imprimer dans vos têtes. C'est-à-dire que quand je vois une pub sur mon téléphone, sur Instagram, ensuite je passe dans la rue, je vois la même pub affichée. Ensuite, j'ai reçu un email, une newsletter de cette marque avec encore cette même pub. Donc en fait, je vais voir cet élément peut-être 5-6 fois dans mon parcours personnel. Je ne sais pas, en très peu de temps, ça va être en 3 mois parce que les campagnes, c'est assez rapide et ça change assez rapidement. Mais plus je vais rencontrer cette marque, cette campagne et ce produit, plus ça va s'imprimer dans ma tête. Plus ça va s'imprimer dans ma tête, plus ça va renforcer mon lien entre ma personne et la marque. Plus ce lien est renforcé, plus je deviendrai un consommateur fidèle. Et du coup, si vous aviez un projet ou une collaboration à nous citer entre médias, maisons de luxe, sur ces nouveaux canaux? Médias et maisons de luxe sur ces nouveaux canaux. J'ai rien qui me vient en tête comme ça. Vous avez un canal en particulier? Là, en vrai, là, on est en plein dans la Fashion Week. Donc, je vais dire vraiment tout ce qui est, encore une fois, je vais dire Vogue et les lives qui font que sur certains défilés. Ça a été le cas notamment sur le défilé Dior et Chanel. Parce que c'était les deux grosses nouveautés. Jonathan Anderson chez Dior. Bien sûr, et Blasi. Mathieu Blasi chez Chanel. Donc vraiment, ça a fait parler. Et justement, je pense que ça a converti pas mal d'utilisateurs qui étaient présents, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Et forcément, ça a marché, quoi. Ça a marché pour Vogue ou ça a marché pour les marques? Je pense que ça a marché pour les deux. Parce que, je vais citer la Watch Party de Lias, pour ceux qui ne savent pas, c'est un influenceur qui a lancé donc, les Watch Party pour que la mode se désacralise, démocratise un peu tout ça. C'était très bonne ambiance d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a certains qui sont allés, mais moi, franchement, testez à la prochaine saison.
Et justement, il a utilisé YouTube, un nouveau canal, pour diffuser en live le défilé Chanel, qui était aussi... Enfin, la Watch Party était également sur les réseaux sociaux via Lias. Et là, je trouve que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde, pour Chanel, parce que ça a augmenté la visibilité, pour Lias, parce que la Watch Party, on en parle beaucoup maintenant. Exactement. Et pour les réseaux sociaux, que ce soit... donc, il en a beaucoup parlé sur Instagram, TikTok, et il a utilisé YouTube. Donc, pour le coup, là... Moi, je pense qu'en fait, là, sur ce sujet précis, par exemple, on voit deux types d'utilisation des réseaux sociaux. On a une utilisation un peu plus institutionnelle, c'est-à-dire de diffuser les lives avec ce partenariat avec Vogue. Mais je pense que ce type de partenariat, ça peut se faire qu'avec des maisons historiques. Ce n'est pas quelque chose qu'une nouvelle maison peut utiliser ou n'a pas les moyens de justement solliciter ça avec Vogue ou pas les contacts. Et de l'autre côté, la Watch Party, et là, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus smart. C'est-à-dire que c'est ce que j'appellerais du smart and cheap. On aime beaucoup ça dans les marques de luxe, c'est-à-dire performer sans trop dépenser. Et là, faire appel à l'IAS, en fait, ça permet d'avoir une notoriété beaucoup plus ouverte, un champ des possibles beaucoup plus ouvert pour les marques, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus... En fait, ce sont des prospects, ce n'est pas des clients qui ont déjà acheté, qu'on veut fidéliser, mais des clients qu'on va recruter. Et là, c'est quelque chose de pertinent et de business. Et le business, je pense, va avoir un impact positif suite à ça. Ouais, très belle façon de conclure un peu tout ça. Aujourd'hui, quels conseils vous donneriez aux étudiants qui veulent travailler soit dans le storytelling, soit au niveau des médias mais avec une appétence pour le luxe? Je pense que quelque chose de très important que j'ai découvert en grandissant, personnellement et aussi professionnellement, c'est de toujours se développer soi-même sa propre personnalité. C'est-à-dire que, d'accord, c'est important de développer ses compétences. Quand on va sur un poste, on apprend des compétences, etc. Mais quand on développe sa personne, c'est un investissement qu'on retrouve après par la suite. Moi, personnellement, ça fait maintenant 4 ans ou 5 ans que je prends des cours du soir avec les Beaux-Arts. J'ai fait de la sculpture, de la peinture. Et aujourd'hui, je me lance dans l'écriture. Donc, c'est des choses qui me nourrissent personnellement, mais qui nourrissent aussi mon travail. Quand je vais voir une exposition, quand j'assiste à une conférence, ce genre de choses, c'est des choses que je fais pour moi personnellement. Ça me gratifie moi personnellement, mais ça valorise mon profil. Et ça me permet en fait d'atteindre une certaine unicité qui ne va pas être retrouvée chez les autres profils. Donc en fait, quand on se cultive soi-même, on cultive son profil et on brille par son unicité. Donc la culture et la création, ce seraient deux qualités indispensables aujourd'hui? Ouais, effectivement, et je rajouterais une troisième que j'ai aussi découverte assez récemment, ce sont les soft skills. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important aujourd'hui en entreprise. Les soft skills, c'est quoi? Je le définirais comme faire preuve d'empathie pour pouvoir collaborer et travailler pertinemment et efficacement avec ses collègues. C'est-à-dire que, moi je vais vous donner un exemple concret. On était en train de travailler, donc moi je suis dans l'équipe digitale avec l'équipe marketing. Donc j'ai proposé des slides, ils les ont retravaillés, etc. Ils n'ont pas pris la dernière version et ils m'ont demandé de les re-updater sur leur présentation. Ce n'est pas mon travail. Mais je l'ai fait pourquoi? Parce que le but, c'est que le projet avance, qu'on ait une deadline qui attend. Donc voilà, c'est faire des compromis, savoir toujours bien communiquer, savoir comment se présenter et savoir comment convaincre. Et la dernière chose, qui m'est très personnelle, c'est toujours allier la forme et le fond. Et si vous n'avez pas de fond, bien travailler la forme. Parce que dans le marketing, c'est quand même ce qui compte. C'est comment vous amenez les choses, comment vous arrivez à les vendre. C'est-à-dire que même si des fois, vous pouvez ne pas avoir de fond, c'est-à-dire on vous demande de préparer quelque chose, mais ce n'est pas vraiment frais. Et bien en fait, ce que vous faites une belle présentation. Vous donnez envie avec vos mots, 2-3 mots importants, et c'est ça le marketing. Et si on devait miser sur l'avenir, quel serait le futur du storytelling? Je pense que le futur du storytelling, c'est quelque chose de plus immersif et de plus personnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment faire rentrer le consommateur dans l'ADN de marque et lui-même va réussir à sélectionner ce qui correspond à lui-même dans la marque et comme ça renforcer le lien avec la marque. Parce que plus on renforce ce lien, plus le consommateur est fidèle, plus il achète,
plus il fait connaître la marque auprès de son entourage. Et il faut savoir que tous ces développements de la formation dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est aussi hyper, quand je dis réseaux sociaux, ce n'est pas forcément digitaux. Ça peut être aussi vous avec votre famille, vous avec vos amis. La plupart en fait, des nouveaux prospects, ils viennent du fait que bah voilà, j'ai testé ce parfum, je t'en ai parlé, t'en as parlé à ta maman, elle est allée l'acheter le lendemain. Donc tout ça, il ne faut pas oublier ces canaux un peu anciens, old school, mais ça fait partie aussi des enjeux pour les marques, savoir comment être visible, être disponible pour les gens, pour que dès le moment où ils vont chercher une information, ils vont tomber sur cette marque. Eh bien, merci Mamoun d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, merci à toi, Émilie. Je pense que peut-être certains étudiants ont d'autres questions, ou pas. Oui. J'ai lu un article récemment qui parlait de la lassitude dans le secteur du luxe notamment, avec des codes qui sont implantés depuis des années mais qui parfois ont du mal à se mettre un petit peu à l'ordre du jour. Est-ce que vous pensez que le storytelling, c'est vraiment la clé, une des clés principales pour justement toujours apporter ce renouveau à des codes plutôt anciens et qui ont toujours envie de se réinventer? Je pense qu'aujourd'hui, on est passé un peu de l'époque du storytelling au story living. C'est que maintenant, les gens, plutôt que d'expérimenter quelque chose en lisant des mots, ils vont vouloir l'expérimenter en le vivant. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de pop-up, d'événements, de distribution, de je ne sais pas quoi. À chaque fois, les marques trouvent un moyen d'activer et de faire vivre des expériences. Pourquoi ? On est toujours en fait dans la captation de la mémoire des clients. C'est-à-dire que quand je vais sur un pop-up, que je joue avec un truc et que je gagne un produit, eh ben, je vais m'en rappeler, ça va être une expérience marquante. Le produit que je vais gagner, ça va être un échantillon, il va vite se terminer. Du coup, je vais aller en acheter un autre. Et en fait, je pense que, pour répondre à votre question, que le storytelling tout seul est inepte. Il faut l'allier au story living et il faut l'allier à des créations qui soient pertinentes et aussi qui soient attractives pour les gens. Donc ça voudrait dire qu'il y a quand même un retour aux sources où le consommateur est plus dans l'expérientiel que dans la communication rédigée, écrite, et qu'il y a vraiment cette envie de vivre les choses, de les voir, de les sentir, de les toucher. Oui, effectivement, mais je ne pense pas que ça s'oppose comme vous le dites, mais que ça s'épouse. Merci. De rien. Oui. Toujours sur le même sujet, par exemple sur des très gros clients, sur les 1% des maisons listées, etc. C'est des clients qui ont déjà tout vu, tout vécu. Donc est-ce que vous auriez... il y aurait des choses à faire pour ces clients qui, quand ils sont là, en fait, ils s'ennuient dans tout ce qu'ils font dans la maison de luxe, ils sont fatigués de toujours avoir du storytelling, du nouvel, juste parce qu'ils savent aussi, souvent c'est des gens qui travaillent dans le commerce, etc. Et c'est de plus en plus dur, c'est ce que moi j'ai vu par mon expérience, de capter ces clients-là sans les ennuyer, parce que aussi ils sont activés par toutes les maisons. Si c'est de la joaillerie, ils vont être activés par Tiffany, par Cartier, par Manchester. Et voilà. Je pense pour les high net value clients comme ça, ce qui est plus important, c'est vraiment l'expérience du coup. Ouais. Ça va être l'accueil, Ouais. ça va être en fait le standing que vous leur donnez. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'un d'entre vous, je ne pense pas que vous soyez des clients réguliers chez Van Cleef, mais si l'un d'entre vous rentre dans une boutique Van Cleef aujourd'hui, ça ne va pas du tout être la même chose que s'il y a un de leurs clients habituels qui rentre dedans. Ouais. C'est-à-dire que ça ne va pas être les mêmes endroits, ça ne va pas être les mêmes personnes qui se chargent de vous. Aujourd'hui, la plupart des maisons de luxe ont des vendeurs attitrés à chaque client. Donc, c'est même plus des vendeurs, en fait, ça devient leurs meilleurs amis. Donc, en fait, c'est vraiment créer ce genre de cocon dans lequel on va encercler les clients et ils vont se sentir vraiment imbibés de l'univers de la marque, du produit et aussi se sentir valorisés. Ils doivent sentir que ce sont des clients particuliers, que ce sont des gens exceptionnels. Il y a aujourd'hui une nouvelle feature dans les réseaux sociaux. Sur Instagram, par exemple, vous avez les channels. Quand vous êtes dans la channel d'une grande marque, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tout le monde en fait. Quand il y a 7000 personnes dans une channel Instagram et que vous êtes dedans, et que c'est une énorme marque, vous vous dites « Waouh, je suis particulier, je suis exclusif ».
Et donc, en fait, c'est trouver des nouveaux moyens de toujours valoriser le client et de le faire sentir unique et de lui faire croire que quand il rentre dans un magasin et qu'il achète ce produit était fait pour lui et il l'attendait. Oui, ça c'est ce qui est dans les formations retail, etc. Ils expliquent beaucoup. Mais c'est surtout comment continuer à les intéresser en dehors de la relation. Parce que parfois, moi je le vois dans la maison où je travaille, il y en a qui ont des relations depuis plus de 35 ans avec des conseillers, mais que là ils sont à un point où en fait tout le monde les active. C'est pareil chez Cartier, c'est pareil partout. Ils en ont marre, quoi. Même s'ils sont très amis, ils s'entendent très bien, parfois ils passent en boutique juste pour boire le champagne avec le conseiller. Mais c'est compliqué, et justement dans ce story je pense que là, du coup, c'est plus autour de la valeur ajoutée du produit en lui-même. Okay. Quand on a des clients aussi fidèles, qui ont autant l'habitude et qui sont autant partout dans toutes les marques, en fait, ce qui va faire la différence à ce niveau-là, ça va être vraiment la qualité supérieure de votre produit. Il n'y a plus d'expérience à proposer. Au bout d'un moment, quand on a un client qui achète depuis 30 ans, on va lui refaire découvrir Chanel, mais bon, Chanel, ça fait 30 ans, mais ça n'a pas non plus changé énormément. Du coup, voilà, en gros, après, at some point, il faut vraiment que ce soit le produit. Ouais. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. En parlant de qualité de produit, je ne sais pas si vous avez vu récemment, l'influenceur Wisdom Kay a reçu une veste Miu Miu. Oui, j'ai vu ça, Elio. Et en fait, sur les deux vestes qu'il a reçues, les deux ont le bouton qui a lâché à chaque fois. Donc il a publié ça effectivement en story sur Insta. Ouais. Comment vous, consultant en storytelling, pourriez conseiller Miu Miu justement pour réagir et rebondir suite à un tel événement? Si je ne me trompe pas, ils lui ont renvoyé. Ils en ont renvoyé une qui a aussi cassé. Effectivement. Bon, le luxe ne veut pas dire produit qualitatif. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Vous pouvez acheter du luxe juste parce que vous payez la marque, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est là que vient le marketing, justement. Je pense que ce sujet-là, en fait, n'est pas un sujet de storytelling, mais un sujet RP, c'est-à-dire l'image de la marque. Donc ça, en fait, c'est les équipes communication qui vont devoir gérer ça. En fait, c'est une crise. Voilà, donc on a cette crise dans l'équipe communication, voilà, on a envoyé ça, ça a fait le tour du monde, voilà, on a un bad buzz. Il ne faut pas oublier que bad buzz, ce n'est pas mauvais buzz, ça peut apporter quand même du profit à l'entreprise. Donc tant qu'on parle d'elle, c'est bien. Mais là, quand même, c'est assez négatif, surtout pour Miu Miu, qui n'a pas cet historique-là de marque cheap. Donc, à mon avis, en fait, ils vont valoriser l'influenceur, le faire se sentir exceptionnel comme un client VIP, et l'influenceur va faire que de parler d'eux positivement après. Je pense que c'est un peu ça leur technique qu'ils vont mettre en place. Mais je rebondis juste un instant par rapport à ce qui s'est passé, je crois que c'était en 2024 avec Jacques Mus et les bobs défectueux. Il y a des tas de personnes, je pense que j'exagère un peu en disant des tas de personnes, mais il y a plusieurs personnes qui ont reçu donc leur achat, des bobs Jacques Mus, complètement défectueux, il manquait des lettres, la couture était mauvaise, ils en ont parlé sur TikTok. Et malgré l'impact de Jacques Mus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il n'a pas répondu et à l'heure actuelle, il n'a toujours pas répondu. Parce que en fait, c'est le cœur de son positionnement. Ok. Jacques Mus, c'est pas une marque de luxe, c'est une marque premium. Et en fait, donc du coup, il y a toujours eu ce côté low quality, mais qui est un peu accepté aussi par les clients. Parce que ce qu'ils aiment dans Jacques Mus, c'est pas la qualité des produits, c'est l'aspect fresh, voilà, jeune, nanana. Mais personnellement, Jacques Mus, pour moi, ça n'a jamais été des produits qualitatifs. Non, bien sûr, c'est vraiment haut de gamme, c'est pas luxe. Mais c'est justement, premium, ça me fait rebondir sur l'histoire du storytelling et de voir. Je pense que là, c'était plus, on jette ça sous le tapis, parce que de toute manière, c'est la réalité. Comment changer de la réalité quand on a plusieurs bobs, quand c'est pas un seul élément. Là, sur l'histoire de l'influenceur, c'était quand même un élément distinct. Là, on est sur quelque chose de global. Imaginez si la marque, on va dire, on le prend à l'envers, si la marque disait « Ah bah voilà, on est désolé, on n'a pas été très qualitatif là-dessus », ce serait beaucoup plus dévalorisant pour la marque que de se taire comme elle l'a fait. Ok, donc en termes de... On est bon, quoi, en termes de RP. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Et est-ce
est-ce que pour les maisons, ça serait pas un peu plus intéressant parce que souvent, il y a des clients, les premiers consommateurs, enfin, quand c'est leur premier achat, ils vont dire « Ah, mais je comprends pas, j'ai mis mes chaussures 2 fois et la semelle est abîmée. » Et en fait, les gens, ils ont beaucoup cette image actuellement, en tout cas ceux qui ne sont pas des consommateurs réguliers, que le luxe, ça doit être indestructible. C'est ça la puissance du marketing. Ils ont l'impression que parfois c'est indestructible. En fait, moi je trouve que ce qu'il faudrait faire comprendre aux consommateurs, et ce qui est assez compliqué, surtout pour les nouveaux consommateurs, c'est leur faire comprendre que le luxe ça peut être des matériaux très qualitatifs, etc. Mais que c'est pas pour ça que c'est incassable et ça évolue avec eux dans le temps. Et il y en a beaucoup qui sont fermés à ça aujourd'hui. En fait, on ne peut pas faire comprendre ça à nos clients. Parce que le luxe, c'est quoi? C'est quelque chose d'intemporel. Ouais, donc si on leur propose quelque chose qui est limité dans le temps et qu'on leur demande de payer des milliers d'euros pour... C'est pas forcément que c'est limité dans le temps, mais par exemple, chez Chanel, ils vont dire « je comprends pas, ça s'est rayé ». Alors que c'est quelque chose, c'est normal, c'est la vie avec eux. La chaussure, forcément, tu marches dans la rue, il va y avoir des cailloux, il va y avoir plein de choses. Et ils ont vraiment, je trouve, surtout sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps je comprends pas, c'est vraiment honteux, ma petit s'est rayé, mes chaussures Dior sont abîmées, la semelle. Et je trouve qu'il y a vraiment une dissonance entre ceux qui sont habitués et qui savent que c'est normal, et les premiers consommateurs. Et donc, c'est des gens souvent qui, au final, auront un blocage après. Et je comprends. Dire à quoi ça sert d'acheter du luxe. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faudra instaurer dans le storytelling, ou c'est vraiment juste de l'image de marque Non, moi je pense pas que c'est quelque chose qu'il faudrait instaurer dans le storytelling. Je pense que c'est plus une thématique liée au CRM. Donc en fait, c'est comment on va gérer ces clients qui sont mécontents. Aussi, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir, quand je suis une marque de luxe, est-ce que j'ai envie d'avoir un client qui vient acheter une fois tous les 10 ans? Est-ce que c'est ça mon objectif? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dû économiser je ne sais pas combien de temps? Donc voilà, je n'ai pas la réponse à ça, mais il y a aussi ça à prendre en compte. C'est-à-dire que stratégiquement, on va plus se focaliser sur des stratégies qui permettent de développer le cœur de nos consommateurs plutôt qu'aller sur des périphéries comme ça. Mais c'est quelque chose que moi j'ai vu dans les nouvelles fortunes. Les gens ils viennent acheter et c'est pareil, on fait tout le CRM, etc. En tant que conseiller avec les équipes qui sont dédiées au service à la vente, etc. Mais c'est quand même, sur les nouvelles fortunes, c'est quand même des gens qui ne sont pas éduqués sur le sujet. Et est-ce que justement c'était plus la question, est-ce qu'il y a des moyens d'éduquer, vous pensez, ces clients-là? Parce que c'est des clients qui ont soif et qui ont complètement support, qui ont les moyens, qui peuvent revenir assez souvent, mais après, ils ne sont pas... je ne pense pas qu'on puisse les éduquer là-dessus, parce que ce serait dévalorisant pour l'image de la marque. Ça voudrait dire on montre qu'on n'est pas une marque parfaite. Chaque marque de luxe veut être parfaite. Elle ne peut pas mettre en avant en fait, ses défauts, qu'ils soient minimes ou plus importants. Le but, c'est toujours de garder une belle image, attractive. Voilà, c'est ça. Si ces clients ne sont pas contents, ben, on va leur dire on est désolé, ça n'arrive pas, nanana. Oui, on leur offre la réparation. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que... Je peux juste rebondir sur ce que Ouais. Lucia disait. Pour moi, il y a une marque qui arrive à quand même mettre en avant cette idée de vieillissement, mais d'un point de vue vraiment luxe et prestigieux, c'est Hermès. Et je trouve que, en fait, je te rejoins là-dessus, comment en fait perpétuer ça, comment les autres maisons pourraient en fait se calquer à ça pour montrer qu'un produit qui évolue n'est pas un produit qui perd de valeur en fait. Ah oui, mais c'est parce que la qualité qui est donnée sur les produits Hermès est déjà très élevée. Donc en fait, on ne peut pas comparer des produits Hermès avec des choses... Bon, je ne vais pas dévaloriser d'autres marques, mais voilà. On ne va pas comparer ça avec d'autres marques qui n'ont pas le même type de matériaux, ce ne sont pas des choses qui sont faites à la main, ce ne sont pas des choses qui sont faites en France. Donc en fait, Hermès peut se permettre ça parce que leurs produits, on sait qu'ils vont rester dans le temps. Et puis les consommateurs y croient. C'est ça. Et même ils le savent parce qu'il y a cette expérience, que ce soit d'eux, de leurs parents, etc. Hermès, c'est quelque chose, voilà, quand on est client Hermès, on emmène après son enfant, on lui achète un truc. Voilà, c'est tout un cycle de vie qui est mis en place. Et Hermès, il travaille sur le temps long. Mais quelle autre marque travaille autant sur le temps long? Je ne sais pas. De rien, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bah, dans ce cas, je vous remercie Mamoun pour ce temps que vous nous avez accordé, pour cet échange, et je vous remercie tous pour cette première conférence. Super, bah merci à vous de m'avoir invité.